La loi sur les langues officielles, ou la LLO, c'est quoi? Bienvenue à Sur le bout de la langue. À voir comment lentement les choses avancent dans cette chambre, je dirais humblement que nous sommes à minuit moins une. Sur le bout de la langue est un balado où on discute de langues officielles au Nouveau-Brunswick. Qu'il soit résolu que l'Assemblée législative exhorte le gouvernement à créer un comité permanent sur les langues officielles. Une révision de la LLO a été entamée par le gouvernement Higgs et doit être complétée avant la fin de l'année. La loi 88 incarne l'importance de l'égalité réelle entre les deux communautés linguistiques de la langue officielle. Je suis Pierre Duguay-Boudreau et cette semaine, pour notre série de 3 épisodes avec des députés néo-brunswickois, nous discutons avec Kevin Arsenault, député de Kent-Nord pour le Parti vert. Pour débuter notre discussion aujourd'hui, on va y aller avec une question assez large, Kevin. Pour toi, oui, c'est quoi l'importance du français dans notre province? C'est une grosse question, très large. Comme tu dis, je veux dire, l'importance du français, c'est une langue officielle de un. C'est pas juste une langue, c'est une culture. L'Acadie, c'est une culture, c'est une identité, c'est une façon de vivre. C'est quand même quelque chose d'hyper important. Une phrase qui me vient tout le temps en tête, puis surtout ce temps-ci avec les différents débats qui se passent ici à l'Assemblée et dans la société avec l'arrivée du People's Alliance, c'est avec le parti conservateur qui tend à essayer d'aller chercher cet électorat-là, qui questionne beaucoup la place de la loi sur les langues officielles. Il y a une phrase qui me vient tout le temps en tête, qui est celle du père Léger-Comeau, qui disait que je suis néo-brunswickois ou je suis canadien. Il l'avait usé dans le contexte acadien, mais je pense qu'on peut l'amener dans le contexte néo-brunswickois. C'est que je suis néo-brunswickois tant aussi longtemps que le Nouveau-Brunswick me permet, et je pense que c'est ça la place du français aussi. C'est un projet de société au Nouveau-Brunswick, et ça devrait être une langue qui est égale, malgré que on est très loin de l'égalité réelle encore. Puis, on sait que, bref, le français, il y en a dans la province, chez les habitants, chez les citoyens. Et on sait également que, Kevin, ça fait 4 ans déjà que tu es à l'Assemblée législative et du français également, il y en a au sein du débat à l'Assemblée législative. Quelle est l'importance d'avoir le français dans les discussions, dans le discours politique de la province? On va s'entendre que les commissaires aux langues officielles ont fait plusieurs rapports là-dessus. Le français n'est pas utilisé beaucoup à l'Assemblée législative, beaucoup moins qu'elle devrait l'être. Malgré que je fais l'effort de parler en français le plus souvent possible, je peux comprendre les dérives quand des fois on a seulement 60 secondes en période de questions à poser une question et puis on voit que à la vitesse à laquelle qu'on parle et tout ça, l'interprétation se fait pas tout le temps de façon optimale, là, puis c'est pas de la faute des interprètes, là. Je veux dire, moi je les vois y aller, puis je les soulève mon chapeau à chaque fois que je les vois essayer de traduire ce que je suis en train de dire, là, ou d'interpréter ce que je suis en train de dire. Mais tout ça pour dire que je peux voir la facilité de la dérive d'aller vers l'anglais pour se faire comprendre. Surtout quand on a en face de nous un parti avec très peu de locuteurs francophones dans leur rang. Mais cela étant dit, je pense que c'est extrêmement important d'utiliser le français à l'Assemblée législative. Puis attendons-nous aussi que le français n'est pas utilisé beaucoup à l'extérieur du débat. Fait que les commissaires aux langues officielles ont trouvé que dans la Chambre, il n'est pas utilisé assez, mais vous pouvez imaginer que dans les discussions de tous les jours, il est encore moins utilisé parce qu'on n'a pas d'interprète. Justement, Kevin, est-ce que c'est possible de travailler en français au sein du gouvernement en tant qu'élu, en tant que vous êtes au cœur de la machine, là, réellement? Est-ce que c'est possible de travailler en français en tout temps? Non, absolument pas. Absolument pas. C'est impossible de travailler en français
uniquement à Fredericton. Je me bats encore pour avoir des documents dans ma langue. Ça a pris moi qui questionnais, on parle de 2020, où ce qu'on a enfin eu l'interprétation simultanée dans un des comités à l'Assemblée législative qui était encore uniquement en anglais. On nous disait qu'on avait le droit de s'exprimer dans la langue de notre choix, mais on savait aussi qu'il y avait des unilingues anglophones de l'autre côté. Fait on choisit. Est-ce que je m'exprime en français parce que c'est mon choix ou est-ce que je me fais comprendre? Fait qu'on avait ce choix-là à faire qui était complètement, je pense, anticonstitutionnel au Nouveau-Brunswick. Et j'ai eu raison. Fait qu'on en fait en interprétation. Mais est-ce que c'est possible de travailler en français ici à Fredericton? Non, absolument pas. Et est-ce que tu crois que cette impossibilité de travailler en français à Fredericton se reflète un peu dans la condition du bilinguisme au Nouveau-Brunswick? Oui, je pense que ça se reflète dans l'attitude aussi. Les francophones ont fait énormément de faveurs aux anglophones en s'exprimant en anglais, en demandant pas nécessairement que nos droits soient respectés. Puis à chaque fois qu'on le fait, on se fait garder un peu de travers, comme il s'en va-tu vraiment là, lui là, il va-tu vraiment nous forcer à traduire ce document ici. Puis, fait que oui, l'attitude de Fredericton finit par aller partout en province, finit par, je pense, par, comment dire, finalement, avoir une influence sur l'attitude générale face au bilinguisme, malgré 50 ans de bilinguisme officiel. C'est clair, s'il y avait une place dans la province qui devrait être sans faille et l'exemple à suivre, ça serait l'Assemblée législative, il me semble. Mais on est encore loin de là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Est-ce que tu crois que ce sentiment, on pourrait dire négatif envers le bilinguisme, en est un qui on pourrait dire, grassroots? Alors, est-ce qu'il vient du bas, ce sentiment, et ensuite, il trouve son chemin vers l'Assemblée législative, ou on parle plutôt de quelque chose qui est un peu plus top-down, où les gens qui sont à l'Assemblée législative, comme tu le mentionnes, il y a peut-être une certaine réticence envers la traduction, le français, et ensuite, cette attitude-là, vu que c'est promu dans les médias, etc., ça se transmet ensuite aux gens de la population? Ou est-ce que c'est un mélange des deux? D'où vient, selon toi, cette certaine réticence envers le bilinguisme? C'est une très bonne question. Puis je pense, honnêtement, que l'institutionnel a un plus gros impact que le grassroots. Dans le sens où, je pense, il y a des mouvements, là, on le voit avec l'Alliance de People's Alliance, puis des groupes comme ça. Il y a, mais je pense honnêtement que la très grande majorité des Nouveau-Brunswickois comprennent le contrat social qu'on a pris et approuvent du contrat social qu'on a. Puis quand tu as une discussion personnelle avec quelqu'un, en général, il y a cette idée-là de dire, non, je comprends, tu as le droit de travailler en français, tu as le droit de recevoir tes services en français. Puis c'est tout à fait correct. Puis je pense que le côté individuel comme ça, je crois que il y a une compréhension. Mais l'institution fait en sorte qu'on demande toujours aux francophones de demander leurs droits. Ce qui finit par créer des ouvertures politiques. Moi, je me rappelle une des premières interventions que j'avais faites en chambre. Higgs, ancien chef du Confederation of Regions, groupe qui s'opposait au bilinguisme, il venait de rentrer dans un gouvernement minoritaire soutenu par le People's Alliance, un parti anti-langues officielles, anti-bilinguisme. Et à la suite d'une question que je lui ai posée en chambre, il se lève debout, le premier ministre, puis il dit « On sait tous que ce membre ici a passé sa carrière au complet à diviser les Néo-Brunswickois au niveau de la langue, parce que j'avais déjà été président de la SANB. » Et donc, c'est cette attitude-là de l'institution de dire c'est la minorité, donc les opprimés qui demandent des droits égaux,
sont dans le fond, sont des casse-traides, si je pourrais dire. C'est eux autres, les casse-traides, puis ça devrait être la responsabilité de l'institution de dire non, on n'accepte pas de donner ce document ici aux députés s'il n'est pas traduit. On n'accepte pas que cette réunion ait lieu sans interprétation simultanée. Ça ne devrait pas être aux députés individuels de demander pour ces services-là. Donc, le laisser-aller, le laxisme institutionnel finit par créer une habitude et un dégoût pour la dénonciation. Fait que je pense que l'institutionnel a un très gros rôle à jouer dans tout ça. Et justement, on parle du rôle de l'institutionnel et l'un des mécanismes les plus importants pour assurer justement le bilinguisme dans la province, c'est la loi sur les langues officielles. Et oui. En ce moment, on est dans un processus de révision. Commençons avec le grand portrait. C'est quoi tes impressions jusqu'à maintenant dans ce processus-là? Où crois-tu qu'on s'en va? Est-ce qu'on est dans une bonne direction, une mauvaise direction? Quelles sont tes impressions générales jusqu'à maintenant? Ben, juste le fait d'avoir inclus le problème d'enseignement de langue seconde à l'intérieur de ça, nous dit tout de suite que ça s'en va dans une mauvaise direction. On a tenté d'utiliser la loi sur les langues officielles, qui est là pour créer deux communautés linguistiques qui sont égaux, qui est là aussi pour protéger en quelque sorte la minorité et ses droits à l'intérieur de tout ça. Puis on vient de dire, dans le fond, c'est un peu la même façon de penser là, que quand les gens disent Black Lives Matter, ben on dit All Lives Matter. C'est un peu la même chose qu'on vient de faire ici, c'est dire les pauvres anglophones qui apprennent pas le français. Puis absolument, on doit s'attarder à ce problème-là, mais c'est le ministère de l'Éducation qui doit s'attarder à ce problème-là et non la révision obligatoire de la loi sur les langues officielles. Et donc, juste ce dénigrement-là face à l'obligation de la province de faire cette révision-là en bonne et due forme, cette idée-là que le premier ministre pense qu'il peut faire ce qu'il veut entourant la loi sur les langues officielles, nous envoie tout de suite dans une mauvaise direction. Moi, je pense que chaque révision sur les langues officielles devrait être une occasion de dire comment est-ce qu'on avance vers l'égalité réelle. Dans ce cas ici, si on peut juste conserver nos acquis, je pense que ça va être une grosse victoire. Bien, justement, en tant que député et peut-être parler un peu pour le Parti vert du Nouveau-Brunswick aussi, quels sont les changements ou les améliorations que vous, en tant que parti, ou toi, en tant qu'individu, vous aimeriez voir amener au sein de la révision sur la loi des langues officielles? Parce que ben, tu le mentionnes tout de suite, la ligne de base, c'est un peu de conserver les acquis, mais si on était dans un monde idéal où vraiment les progrès souhaités auraient lieu, quels seraient ces progrès-là? Je pense que je veux dire, il y a beaucoup de revendications qui sont faites face à la loi sur les langues officielles. On peut penser aux droits à nos institutions distinctes au troisième âge aussi. On parle des foyers de soins, donc d'assurer une dualité au niveau des foyers de soins, puis d'assurer un espace, un environnement francophone en vieillissant. Il y a beaucoup de gains qu'on pourrait faire, mais je vais me concentrer sur parce que je pense que ça serait un gain extrêmement important. Et c'est quelque chose que je vis constamment depuis que je travaille à Fredericton. C'est le droit de travailler dans sa langue, dans la fonction publique. Mm-hmm. Ça serait un gain énorme. On le voit à Fredericton, tout se passe en anglais. Il y a très, très, très peu d'équipes qui travaillent en français. Il y a des fonctionnaires, bien sûr, qui sont bilingues, qui vont répondre à un courriel en français si on leur adresse la parole en français. Il y a des fonctionnaires qui vont pas se parler en français, qui vont se parler en français. Mais vraiment,
l'impression que je peux rentrer travailler et de m'exprimer, de réfléchir, de lire, d'écrire dans la langue dans laquelle je suis le plus confortable, ça serait complètement faux de penser que c'est le cas, c'est ce qui arrive à Fredericton. Fait que pour moi, une des plus grandes victoires serait de vraiment gagner ce droit-là, d'avoir le droit de travailler dans sa langue. Parce que, veut ou veut pas, à la fin de la journée, moi, je le dis toujours à mes collègues, moi, j'arrive ici le lundi soir pour travailler à Fredericton, puis je pars le vendredi, puis je suis épuisé. Je suis complètement épuisé d'avoir travaillé dans une langue qui n'est pas la mienne toute la semaine. Puis je travaille à l'Assemblée législative. Fait que ça veut dire j'ai le droit de parler en français, j'ai la majorité de mes documents en français, même s'il faut que je me batte encore pour m'avoir des fois. Mais tout ce qui se passe autour, c'est en anglais. Et donc d'avoir le droit de travailler dans sa langue, je pense que ça serait une énorme victoire. Et on l'entend justement, c'est cette passion et cette fougue envers la langue, ce qui m'amène à ma dernière question. On dirait qu'au moins une fois par mois, on te voit sur les réseaux sociaux ou dans les médias pour une affaire sur les langues officielles. Est-ce qu'en ce moment, le dossier des langues officielles en est un qui est inquiétant pour toi? Bien, visiblement oui, mais pourquoi faut-il persévérer au sein de ce dossier-là? Parce que c'est fragile. C'est fragile. Je pense qu'on peut remercier tous les gens qui ont travaillé à faire en sorte que une partie de ces droits-là soit enchâssée dans la Constitution et dans certaines lois, parce qu'une fois qu'ils sont là, c'est beaucoup plus dur à enlever. Puis au moins, on a toujours la Cour à notre disposition pour faire respecter ces droits-là. Mais c'est fatigant de toujours être obligé de se battre pour des petites choses, quand au lieu, on pourrait être en train de mettre notre énergie à vraiment faire grandir l'Acadie du Nouveau-Brunswick au lieu de simplement conserver des acquis. Donc, je veux dire, c'est important de continuer parce que sinon, on ne sera plus là. Puis je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent que c'est beaucoup plus fragile qu'on pense. L'assimilation se fait beaucoup plus rapidement qu'on pense. Les institutions se perdent beaucoup plus facilement qu'on le croit. Fait qu'il faut rester vigilant. Je pense que faut continuer de faire la promotion de la culture, de l'identité, mais finalement, c'est ce qu'il faut rendre accessible et normal, c'est juste le fait de pouvoir vivre, travailler, étudier, tout faire dans notre langue, si on le souhaite. Puis ça, j'ai toujours dit que je crois foncièrement que le Nouveau-Brunswick, étant un endroit où il y a la rencontre de plusieurs cultures, parce que on n'a pas parlé des peuples autochtones, et les Mi'kmaq, les Wolastoqey, mais je pense sincèrement qu'un lieu où il y a la rencontre des peuples comme ça va être à son meilleur lorsque les gens se sentent confortables avec leur propre identité et ne se sentent pas menacés. Tant aussi longtemps que tu as un des groupes qui se sent menacé, il va avoir une réticence. Donc, moi, le jour où tous les groupes linguistiques, culturels du Nouveau-Brunswick pourront s'épanouir, se sentir bien, se sentir non menacés, c'est là où le Nouveau-Brunswick va devenir un endroit dynamique, viable et très intéressant. Je dis pas que c'est pas intéressant tout de suite. Je pense que je dis tout le temps la scène culturelle à Moncton, elle est créée par la rencontre de ces cultures-là. Puis elle est beaucoup plus intéressante qu'ici à Fredericton, on va s'entendre là-dessus. Mais je pense que ça pourrait être encore mieux. Ça va toujours pouvoir être mieux. Et donc c'est important pour toutes ces raisons-là. Kevin Arsenault, député de Kent-Nord et grand militant de la langue française. Merci beaucoup, Kevin. Avec plaisir. Salut, Pierre. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Sur le bout de la langue.
un balado produit en partenariat avec la SANB et le Kodiak 93.5. Si vous avez aimé, eh bien partagez et n'hésitez pas à consulter les autres épisodes. Je m'appelle Pierre Duguay-Boudreau et on se retrouve prochainement pour un autre épisode de Sur le bout de la langue.